Docteur Michel Héré-Aucreux, la consommation d'alcool évolue-t-elle à notre époque? Alors elle évolue à plusieurs niveaux, bien évidemment. Au sein de notre pays, dont on a été longtemps en France les premiers consommateurs et les premières victimes de cette consommation alcoolique traditionnellement excessive, on note depuis une dizaine d'années une compétition effrénée avec certains de nos voisins, en particulier des pays comme le Portugal, l'Allemagne et l'Espagne, qui nous ont ravi la première place depuis un certain nombre d'années. On a à part Luxembourg, qui est plutôt la grande épicerie européenne des produits alcoolisés, qui bien heureusement pour nos amis luxembourgeois ne sont pas consommés dans leur pays. Il y a aussi d'autres éléments, en dehors de cet aspect de répartition, au niveau de la quantité globale consommée et de ses conséquences, tant au niveau de la morbidité que de la mortalité. On note une décroissance à la fois de la consommation globale consommée et des conséquences négatives de cette consommation. Toutefois, on remarque une modification, en particulier chez les jeunes, qui, indépendamment de difficultés particulières, ont développé des habitudes de consommation massive et rapide, aboutissant à des ivresses, parfois des comas dommageables, voire des accidents sévères. Et c'est vrai qu'on s'interroge sur ces nouvelles modalités de consommation qui, pour l'instant, en tant que soignants, nous sont relativement étrangères, puisque les demandes de soins, malheureusement, sont pas encore présentes. Les points de rencontre sont malheureusement les services d'urgence, voire pire. Et ce mode de consommation, c'est un mode plutôt global ou spécifique à certains pays? Je crois que c'est quelque chose qui touche la majorité des pays européens, tous les milieux sociaux, aussi bien les jeunes garçons que les jeunes filles, et n'étant plus l'apanage, comme on avait pu le voir dans le passé, de sujets qui décrivent des difficultés psychologiques importantes et particulières. J'ai l'impression que c'est une néoculture qui se développe dans un sous-groupe dont on ne connaît pas l'issue. Donc il est très probable que la majorité de ces consommateurs, expérimentateurs, vont voir leur comportement, leur consommation se normaliser. Et comme toujours, dans ces comportements déviants, certains vont probablement poursuivre et déboucher sur des problématiques qui ne sont pas encore bien connues pour nous soignants, parce qu'en général, les demandes de soins nécessitent quelques années d'expérimentation et d'ennuis et de contraintes. Est-ce qu'il existe toujours des spécificités de consommation, des différences de consommation femmes-hommes? Alors il en existe toujours, tout en sachant qu'il faut éviter d'être réducteur. De nombreuses femmes consomment comme des hommes, par goût, par plaisir, par convivialité, et puis des hommes aussi consomment comme on l'attribue traditionnellement aux femmes, parce que les difficultés psychologiques, des troubles anxieux, des problèmes existentiels ou une gêne sociale peuvent les amener à consommer. Alors c'est vrai que globalement, la population féminine est plus sensible à la comorbidité psychiatrique par rapport à la prise d'alcool, et on retrouve peut-être préférentiellement des troubles anxieux, des troubles dépressifs, ou des tendances anxieuses et les affects dépressifs, même si les troubles ne sont pas caractérisés totalement. Mais les hommes n'en sont pas indemnes. D'accord. Qu'est-ce qu'apportent les thérapies comportementales et cognitives dans le traitement des problèmes de dépendance à l'alcool? Alors, dans la prise en charge des problèmes d'alcool, des abuseurs, mais aussi des dépendants, je crois que les thérapies comportementales et cognitives ont ciblé essentiellement l'autonomisation du patient qui se voit de moins en moins imposer des directives. Le principe des thérapies, c'est d'essayer de développer une motivation personnelle, une décision personnelle et une sensation d'autonomie et de contrôle. Et l'autre élément passe par l'augmentation du sentiment d'efficacité personnelle au travers de tâches qu'on peut prescrire, comme on le fait traditionnellement dans cette approche thérapeutique, en essayant bien évidemment d'avoir des résultats peut-être modestes dans un premier temps, mais qui vont avoir pour conséquence d'augmenter de façon significative le sentiment d'efficacité personnelle de l'individu, qui va être la voie royale du progrès pour lui, si on veut parler ainsi.
Donc une approche essentiellement pratique. Pratique, je crois, des exercices avec des objectifs fixés, négociés avec le patient, souvent modestes au début, pour essayer d'obtenir ce que tout le monde peut souhaiter dans l'état actuel de nos connaissances, c'est-à-dire à savoir l'abstinence alcoolique, du fait de l'existence d'une dépendance farouche par rapport aux produits. Une dernière question, si vous Oui. êtes d'accord. Le rôle des groupes d'anciens buveurs dans le traitement et dans la thérapie comportementale et cognitive? Alors, l'intervention des mouvements d'anciens buveurs se greffe à côté des prises en charge de type comportemental, comme on l'a vu dans certaines études, en particulier dans le projet Match, où étaient comparées des techniques motivationnelles, comportementales et les 12 étapes des alcooliques anonymes, pour pas les nommer. Ces 3 techniques avaient démontré une efficacité significative. Donc je crois qu'il ne faut bien évidemment pas se priver des mouvements d'anciens buveurs, et pas se priver non plus de la dynamique de groupe qui est sous-tendue également par ces groupes qui fonctionnent sur le modèle, sur l'expression, sur l'expérience de vie, y compris des échecs, mais y compris des modalités de réussite. Un autre intérêt de la participation des patients buveurs à ces groupes, à ces mouvements d'anciens buveurs, c'est de garder à l'esprit cette différence qu'il existe actuellement par rapport entre un dépendant et un sujet qui peut encore jouer de sa tempérance. On espère bien évidemment tous des innovations thérapeutiques qui pour l'instant nous font défaut quant à la possibilité de consommer de l'alcool quand on est alcoolodépendant. Docteur Michel Rocreux, je vous remercie beaucoup.